Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Comme tous les vendredis, nous nous rendons au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes du côté du centre commercial du Kida, plus particulièrement au cœur de Jumbo Score. Et oui, période de fête oblige, c'est l'effervescence ici. Vous allez le voir tout au long de cette balade. En attendant, place au titre de la journée. L'actualité, c'est cette conférence organisée par EDM. Électricité de Mayotte dresse un plan d'urgence après ces blackouts à répétition et les contestations de plus en plus grandes de ses clients. La phase de test des nouveaux matériaux est donc pour le moment suspendue. Plus d'agents mobilisés, des renforts pour venir appuyer Mayotte. On fait le point sur les annonces. Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a annoncé les résultats du 3e appel à projet transport collectif et mobilité durable. Une centaine de dossiers seront soutenus pour un montant global de 450 millions d'euros. Le projet prévoyant la création d'un réseau de transport collectif urbain a été retenu pour la ville de Mamoudzou. Réaction de ceux que ce projet impacte. Et puis Noël au soleil, ça a aussi des avantages. Le Téléthon se poursuit sur le territoire avec cette belle action rendue possible grâce à Megaptera. Les enfants pris en charge par l'association Toi aussi ont pu profiter du lagon ce matin. Nous sommes partis à leur rencontre. Conférence de presse d'urgence ce matin au siège d'EDM. Électricité de Mayotte a tenu à expliquer la raison de ces 3 derniers blackouts. Des blackouts qui sont liés à des tests effectués sur les 2 nouveaux transformateurs situés à Longoni et Kaweni. Des tests qui ont pu donc révéler les défaillances techniques qui existent. Aujourd'hui, EDM veut lancer un message fort pour la population. En effet, il n'y aura plus de tests avant début janvier 2015. D'autres annonces ont été faites. On voit ça avec Camille Leca. Après 3 blackouts en moins d'1 mois, il fallait réagir. Alors EDM a pris le taureau par les cornes et a décidé d'arrêter les tests sur les 2 nouveaux postes sources de Kaweni et de Longoni. Les causes des coupures, des défaillances dans les paramétrages des transformateurs. Et pour être identifié, cela a nécessité un travail de longue haleine, selon le directeur général. Donc nous avons travaillé d'arrache-pied pour comprendre ce qui s'était passé. C'est un domaine complexe, c'est de la très haute technologie. Et donc nous avons sollicité et demandé à un certain nombre d'ingénieurs de participer à cette réflexion. Bien évidemment, les ingénieurs d'EDM, les ingénieurs du fournisseur et du constructeur du transfo, mais également des ingénieurs de métropole qui nous sont venus en appui. Je n'avais jamais vu une telle concentration de matière grise depuis très bien longtemps. EDM annonce aujourd'hui un plan d'action pour mieux prévenir les incidents. Toutes les procédures de test sur les transformateurs 20 000 90 000 volts seront révisées. Les équipes d'astreinte sur le réseau et sur les postes sources seront renforcées pour accélérer la vitesse d'intervention. Enfin, le directeur général s'est rendu à Paris pour solliciter l'expertise du personnel d'EDF. Des ingénieurs devraient donc arriver sur Mayotte lors de la reprise des tests mi-janvier. Des tests qui pourront durer plusieurs mois, mais pour Yacine Chouabia, impossible pour autant de garantir un risque zéro. Malgré tous ces efforts, nous ne sommes pas à l'abri d'une quelconque nouvelle défaillance. Néanmoins, c'est un prix qu'il va falloir payer pour assurer l'avenir de Mayotte, puisque ce qu'on est en train de mettre aujourd'hui en service, ça équipera Mayotte pour les 30 à 40 prochaines années. Donc ce sont nos enfants qui en bénéficieront. La centrale de Longoni, c'est d'assurer la production pour les prochaines années. Le poste source, c'est de permettre à cette production d'arriver aux clients. Donc on va tout mettre en œuvre pour que ces tests soit le moins impactant possible. Sur l'année 2014, on dénombre 5 blackouts, mais tout est relatif. Il faut savoir qu'en 2004, ce chiffre était de 37. Preuve qu'en termes de réseau électrique, Mayotte revient de loin. Ce n'est plus un projet hypothétique. Mamoudzou aura bien son réseau de transport collectif. Le projet a été mené par l'ancienne équipe municipale. Aujourd'hui, c'est Majani Mohamed qui concrétise un peu plus ce dossier. L'État a décidé de s'engager. Le chantier coûterait 90 millions d'euros. Alors, à quoi va ressembler Mamoudzou d'ici à 2019? Regardez plutôt. C'est officiel. L'État va s'engager à hauteur de 9 millions d'euros pour mettre en place les transports collectifs sur le chef-lieu. La nouvelle réjouit les élus de Mamoudzou. Et si on pensait qu'une concurrence entre bus et taxis allait se mettre en place,
il n'en sera rien. La municipalité veut s'engager dans ce projet aux côtés des chauffeurs de taxi, car il faudra attendre 2019, voire 2020, pour que le réseau soit opérationnel. En attendant, la mairie veut lancer des réunions de réflexion en concertation avec les taximans pour plus de mobilité, plus de sites de stationnement, un changement des horaires, une autre manière de travailler pour les taxis. Voilà l'objectif à viser. Il faut savoir qu'il y a 2 artisans qui travaillent là-dessus. Ça fait déjà des années. Et ces artisans, ils ont leur propre projet pour organiser leur métier à eux. Donc je pense que si la mairie, comme on l'entend, ça fait déjà pas mal des années que la maire de Mamoudzou, il voulait absolument d'organiser ces lignes de bus et des taxis. Donc je pense que s'il le fait avec nous, je dis bien, s'il le fait avec nous, c'est une bonne chose. Car avant d'engager le chantier, il faudra mener rapidement des études. Le projet ambitieux fait partie du plan urbain de la municipalité pour rénover Mamoudzou. C'est un projet de 3 lignes de bus sur Mamoudzou et qui irait de Tsundzou jusqu'au Vallon en passant par Passamahiti à l'intérieur jusqu'au collège. Donc c'est un projet ambitieux, c'est un projet qui valorise en tout cas la question de l'environnement parce qu'il y aurait un secteur où ce projet serait en site propre, notamment le secteur qui irait du Haut-Vallon jusqu'au Baobab. À terme, ce sont des pistes cyclables, des sites pour piétons et même des circuits pour motos qui devraient voir le jour. C'est en tout cas l'ambition des élus du chef-lieu. Petit à petit, le nouveau visage de Mamoudzou se découvre et il devrait nous réserver quelques surprises. C'est donc une année 2015 qui s'annonce plutôt bien pour les territoires. Mais vous, comment voyez-vous cette nouvelle année qui s'annonce? Quelles priorités pour Mayotte? Comment imaginez-vous Mayotte 2015? Shakila Issouf vous a posé la question. J'attends que nos élus fassent, pas qu'ils fassent, mais qu'ils nous disent la vérité, quoi. Que les Mahorais sachent vraiment ce qu'ils peuvent faire et qu'ils nous disent ce qu'ils ne peuvent pas faire. Toutes les activités à Mayotte qui développent la situation en 2015. J'aimerais bien voir évoluer les autres, pas marcher dans la rue comme ça, entraînant, sans s'aider. Voir une évolution quoi, dans le quartier. Alors pour Mayotte, il y a beaucoup de choses à faire encore. Et je pense notamment bien sûr à l'habitat notamment, hein, puisqu'il y a un certain nombre de personnes à Mayotte qui ont des difficultés au niveau de leur logement. Hein, donc il y a beaucoup de tôles encore. Donc moi je regarde de temps en temps une émission à la télé. Et ce que je vois, c'est par exemple une émission du type Tous Ensemble. On voit qu'il y a quand même une solidarité entre les personnes et donc un grand nombre de personnes qui viennent en aide justement à leurs voisins, à leurs amis pour les aider à construire, à rénover leur maison. Et bon, à Mayotte, ce ne serait pas une mauvaise chose hein, puisque l'habitat est assez catastrophique pour un certain nombre de personnes. Hein, bon, il y a même les raccordements électricité et eau qui font défaut. Donc pourquoi pas une solidarité de tous les Mahorais envers leurs voisins directs pour les aider justement à améliorer leur quotidien. Et puis cette fin d'année, c'est également l'occasion de faire le point, de faire le bilan. Tous les ans, les associations qui militent en faveur de l'environnement organisent de nombreuses actions, mettent en place des opérations pour tenter de sensibiliser la population à l'environnement qui l'entoure. Force est de constater qu'en fin décembre, les plages sont toujours aussi sales et les espaces verts jonchés d'ordures. Le dossier est préparé par la rédaction, Shakila Issouf, Fred Souleymana et Leslie Vimelet. Mayotte intègre le statut des régions ultra-périphériques en janvier 2014. Elle accédera aux fonds européens pour la période 2014-2020. Ainsi, les structures en charge du tourisme veulent rendre l'île attrayante, mais c'est sans compter sur l'image que les touristes ont une fois sur le territoire. Hassani Zaidou Ahmed, guide touristique à Mayotte, estime que l'authenticité de l'île n'est plus approuvée. Ainsi, l'ensemble de la population devrait faire de la protection de l'environnement une priorité pour l'avenir du tourisme. Déjà, la première chose qui saute aux yeux quand on arrive à Mayotte, c'est les couleurs. Donc on a une culture différente, on a
des origines africaines, malgaches, en tout cas, qui brassent un peu toutes les cultures de la zone. Déjà, ça, c'est intéressant d'aller au-devant de la population, montrer les villages, les folklores, la vie tout simplement des Mahorais. Ça, c'est très intéressant à mettre en avant, à faire profiter aux visiteurs de cette authenticité-là. Après, l'île en elle-même est un vrai bijou. Aussi, de nombreuses associations telles que les naturalistes de Mayotte, la Fédération Mayotte Environnement, l'ARS, les mairies luttent chaque année pour sensibiliser la population au respect de la nature. Éduquer les Mahorais pour qu'un changement de comportement puisse se faire reste encore aujourd'hui difficile, mais le combat continue à travers le message de l'agence chargée de la santé qui tente encore une fois de faire passer le message. Il y a aussi un environnement, on va dire, psychosocial qui fait que ce n'est pas très agréable de vivre au milieu des déchets, que les déchets appellent les déchets, que ça n'incite pas les personnes donc à aller vers les poubelles. À partir du moment où les zones sont très sales, on finit par avoir un comportement un petit peu irresponsable et on a tendance à mettre un peu les déchets n'importe où. On a aussi un problème, il faut le souligner, à Mayotte, de prolifération de moustiques dans ces déchets, puisque ces déchets collectent l'eau de pluie et que les moustiques, notamment ceux qui transmettent la dengue, sont très friands de cette eau claire, de ces petits récipients, et ils vont donc proliférer et vont donc augmenter le risque de transmission de dengue dans ces quartiers. Voilà grosso modo les problèmes de santé qu'on peut identifier. Les rivières, les plages polluées par les déchets sont encore trop nombreuses actuellement et en cette fin d'année, l'ensemble des membres qui militent en faveur de l'environnement espèrent que les mentalités évolueront pour léguer à nos enfants une île saine. On en vient maintenant à cette histoire, celle de Souha Issoufi. Cette dame habite à Koungou et depuis quelques semaines, elle essaie d'obtenir une attestation d'hébergement, un précieux sésame afin d'obtenir un visa pour un proche ou un membre de sa famille. Souha a fait toutes les mairies afin d'obtenir cette attestation d'hébergement. Aujourd'hui, elle ne sait plus à quel saint se vouer. Shakila Issouf l'a rencontrée. L'attestation d'accueil en rupture de stock ou face à la paralysie du service chargé des hébergements. Pour les administrés, la question demeure, mais aucune administration, ni la préfecture, ni mairie, ne sont en mesure de fournir les documents aux demandeurs qui souhaitent faire venir des membres de leur famille étrangers à Mayotte. Donc à la mairie de Koungou, impossible d'avoir ce formulaire-là. Parce que monsieur le maire, il a dit, c'est catégorique, non, il ne veut pas le prendre parce qu'avant, l'ancien maire qui était là, il a eu des soucis pour ça. Donc lui, il ne veut pas prendre le risque. Maintenant, moi, je dis, moi, je suis une administrée de la commune de Koungou, j'ai besoin de ce papier-là. Je fais comment? Avant, on pouvait aller dans les autres communes, exemple, la commune de Mamoudzou, ils nous donnaient les formulaires, on revenait ici pour déposer. Mais la commune de Mamoudzou m'a dit non. J'ai été même à Mtsangamouji, c'était non. L'Abattoir, c'est non. Donc moi, je me demande pourquoi il y a un service à la mairie de Koungou pour les hébergements et il n'y a pas les papiers qu'il faut pour faire ces hébergements-là. Pour la mairie de Koungou, il semblerait que le nouveau maire ait peur de faire délivrer ses attestations d'hébergement depuis l'affaire Ahmed Soufou, avec le trafic d'attestations d'hébergement démantelé par la PAF. L'affaire avait fait grand bruit et aujourd'hui de nombreux administrés comme Souha se retrouvent lésés. Donc de toute façon, tout le monde sait qu'au pays, donc du coup, il n'y a pas trop le système médical, donc c'est un peu grave là-bas. Et donc on a besoin, cette personne a besoin de venir ici, mais là je peux pas, je ne sais pas comment on va faire. Et donc, à part faire de quoi ça on ne veut pas du tout parce que c'est risqué aussi. Donc, on veut passer par les voies légales, mais on ne peut pas. La jeune mère de famille vient pour la deuxième semaine consécutive à la mairie de Koungou. La première adjointe au maire devait la recevoir, mais elle était absente. Elle rentre donc encore une fois bredouille, tout en sachant que les membres de sa famille comptent sur elle pour qu'elle leur vienne en aide. Ce matin, 16 enfants déficients intellectuels suivis par l'association Toi aussi ont découvert le lagon. Une sortie à l'occasion du Téléthon organisé par Megaptera qui s'occupe de préserver les mammifères marins avec le concours bien évidemment du Lions Club. Autant vous dire qu'après 3 heures de sortie, grâce au Capitaine Nemo et à Cible Safari, les sourires étaient au rendez-vous. Camille Leca. Et ceux qui étaient avec Nemo là, qu'est-ce qu'ils ont vu? On a vu quoi aujourd'hui nous, Najim? Najim, on a vu quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Des poissons. Des poissons. Des poissons. Du corail. Ouais. Plein de poissons.
De merveilleux souvenirs plein la tête. Voilà ce qu'il faut retenir de cette sortie dans le lagon. Dauphins, poissons, corail, îlots. La plupart de ces enfants des unités de Passamenti et Pamandzi n'avaient encore jamais quitté la terre ferme pour prendre le large. C'est des jeunes qui n'ont pas forcément l'occasion de faire des sorties comme celle-ci et découvrir un peu leur île d'un autre point de vue, découvrir le lagon. Donc là il y a un groupe avec Ciblou qui a vu des dauphins, nous avec Nemo on est allé sur la passe en S, on a vu donc les coraux, les poissons, donc des choses que beaucoup de jeunes n'avaient pas encore eu l'occasion de voir. Donc c'est vrai que c'est quand même une expérience qui est assez sympa et enrichissante pour les jeunes. Pendant 3 heures, les enfants ont ainsi découvert les richesses de l'un des plus grands lagons au monde, depuis la passe en S jusqu'au sud de l'îlot Pandrélé. À bord des 2 bateaux, 3 ambassadeurs pour la protection des dauphins de l'océan Indien étaient aussi présents pour animer le parcours. Des animations qui ont dû être un peu adaptées pour mieux répondre aux besoins de ces 16 enfants déficients intellectuels ou moteurs. On communique sûrement différemment parce que c'est un autre public qui n'est pas celui qu'on a toujours durant nos conférences dans les écoles ou dans les lycées. Et on est obligé de s'adapter à leur fonctionnement, je vais dire. Organisée par l'association de protection et de sensibilisation aux mammifères marins Megaptera et en partenariat avec le Lions Club, cette sortie faisait partie des actions Téléthon. Une action entièrement bénévole, les bateaux de Captain Nemo et Ciblou Safari ont été mis à disposition gratuitement. Un temps merveilleux qui nous fait rêver. En attendant, il est l'heure pour nous de faire un tour du côté de l'actualité en bref. En 2007, les CIM lançaient le chantier LATS-LAS sur l'ensemble du territoire. Des logements neufs et accessibles aux foyers les moins aisés, c'est en tout cas la vocation de ces habitations. Malgré les plafonds pensés pour exclure le moins possible et les aides accordées aux bénéficiaires de ces logements, la CIM a réalisé 333 logements et n'en a livré que 100 en 7 ans. Un manque de productivité notamment dû au problème du foncier sur l'île et la titularisation des terrains pour les propriétaires. Car pour obtenir les prêts auprès des banques venant en complément des aides, il faut disposer des documents attestant de la propriété des terrains où sont posés les logements, une difficulté réelle sur l'île. Après le plagiat par la mairie de Dzaoudzi l'Abattoir qui avait conçu une plaquette explicative de sa politique en matière de protection de l'environnement, très inspirée de celle d'une ville québécoise, la commune de Petite-Terre s'était excusée. Le maire de la commune, Saïd Marouali, s'était également félicité de voir que le programme mis en route fonctionne. Son homologue du Québec s'est dit ravi d'avoir pu venir en aide à la commune mahoraise. Une collaboration entre les 2 localités n'est pas à exclure. Depuis le début de l'année 2014, les Mahorais peuvent bénéficier du prêt à taux zéro renforcé qui s'adresse aux personnes souhaitant acquérir leur première résidence principale sous condition de ressources. Pour être éligible, les revenus ne doivent pas excéder 26 000 € pour une personne seule et 83 200 € pour 8 personnes. Afin d'obtenir ce prêt, il faut s'adresser aux banques et autres organismes de crédit ayant passé une convention avec l'État. Mais depuis l'apparition du texte, aucun organisme bancaire n'a été conventionné et n'a fait la démarche pour l'être. En janvier 2014, Laurent avait élu à la Chambre de commerce et de l'industrie et dirigeant de Mayotte Télécom avait succédé à Michel Taillefer à la tête du MEDEF. Un an après, le renouvellement du conseil d'administration est de nouveau à l'ordre du jour avec une l'élection du nouveau président. Laurent Havé sera candidat à sa propre succession. Thierry Galarme, le président de la Médétrame et directeur de l'agence de communication Luivie, pourrait également emboîter le pas, ainsi que Marc Bayeul, ancien président d'Opcalia et proche de Michel Taillefer. Un 4e candidat pourrait briguer le mandat, il s'agit de Norbert Martinez, l'ancien président de la Chambre de commerce et de l'industrie, directeur de la société MIM. D'autres se feront peut-être connaître d'ici le 16 janvier. Et on finit ce dernier journal de l'année avec un anniversaire. Le Barakili a 5 ans. Pour de nombreux noctambules, il s'agit d'une institution. 5 ans de rock, d'électro, de jazz. Autant dire qu'il y aura beaucoup de monde ce soir à Kawini. Et un anniversaire de cette ampleur, ça se prépare dès le matin. Les images sont signées Camille Iglas. Le Barakili, passé 21 h, c'est ça. C'est également ça. Et c'est encore ça.
Mais avant d'en arriver là en coulisses, ça s'active. Et aujourd'hui est un jour tout particulier. Cet après-midi, tous sont mobilisés. Pour les 5 ans du bar, il fallait faire les choses en grand. Ce soir, dès 18h30, c'est du grand spectacle qui attend tous ceux qui aiment faire la fête. Une scène grandiose, des DJ confirmés, une soirée visuelle avec des cracheurs de feu, des danseuses, des jongleurs. Du beau monde attendu ce soir. Le bar Akili, une institution pour les amateurs du vendredi soir. Et en 5 ans d'existence, l'évolution ne s'est pas faite attendre. L'évolution, on a eu pas mal. On a commencé par reprendre un petit troquet qui n'ouvrait que le midi et qui fermait le soir. On est passé à une ouverture permanente, sauf le samedi, dimanche. Et donc les travaux au bout de la première année, on a fait quelques travaux un petit peu tous les ans, et des gros travaux il y a 1 an maintenant, un peu plus d'1 an, 1 an et demi exactement. Un anniversaire qui aura tout de même coûté quelques milliers d'euros aux organisateurs. Mais après tout, 5 ans, ça se fête. Et après autant d'années de fidélité, le bar Akili a voulu offrir ce présent à ses habitués. Tous les vendredis, le bar réunit entre 300 et 350 personnes. Ce soir, l'entrée est libre pour les noctambules. Ce sont près de 1000 personnes qui sont attendues. Puis pour conclure, on revient sur cet entretien du sénateur Thani Mohamed Soilihi. Il a été l'un des plus grands défenseurs de ce projet de transport collectif. Il parle des enjeux de Mayotte 2025 et des nombreux projets à venir pour le territoire. C'est donc sur cet entretien que nous nous quittons. Notre invité ce matin n'est autre que le sénateur Thani. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous montrer tout de suite une petite photo avant de démarrer dans le vif du sujet et dans le sérieux. Regardez, le président du Conseil général était sur notre plateau hier. Il était déguisé en Père Noël. Ça vous inspire quoi? Ça vous dit, vous dites quoi? Que c'est ridicule ou c'est aussi ça, notre époque? Mais le président est fidèle à lui-même. Il ne s'empêche pas de s'amuser quand il le faut, et puis ça ne l'empêche pas de travailler. D'être sérieux quand il faut l'être. Voilà, tout à fait. Ça peut pas être négatif comme image? Du tout. Même si je ne vais pas le faire, je préviens tout de suite. Vous me voyez arriver, gros comme un camion. Allez, on redevient sérieux, monsieur le sénateur. C'est la même question qu'on a posée depuis 2-3 jours à tous nos invités. Qu'est-ce qui a marqué, selon vous, la vie ici à Mayotte en 2014, puisqu'on arrive à la fin de cette année? Qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qui pour vous a été le plus marquant? Sur le plan politique, forcément, donc je ne vais pas être original, ce sont les dernières élections qui se sont déroulées, voilà, où on a assisté à des stagnations, que ce soit du côté du PS, ou de l'UMP, parce que l'UMP a récupéré 6 communes mais a perdu Mamoudzou. Donc moi j'appellerais ça plutôt une stagnation. Et puis quand même quelque chose d'assez particulier, c'est que tout le reste de la classe politique est sans étiquette, des mélanges. Donc pour moi ça traduit une classe politique qui continue encore à se rechercher relativement. Ça veut dire rejeter la droite et la gauche? Pas forcément. Pas forcément. Ce sont peut-être des personnes qui n'ont pas pu se retrouver ni dans un camp ni dans un autre. C'est quand même à grande majorité du divers gauche. Dernier enseignement, c'est quand même la dégringolade du MDM. À part ces 2 stagnations, eh bien, c'est quand même la traduction d'une classe politique qui se recherche encore. Ça, c'est sur le plan politique. On sort de la politique, même si on en fait toujours un petit peu tous, et quelle que soit l'échelle. Mais si on sort de la politique, qu'est-ce qui aura marqué Mayotte? Qu'est-ce qui aura marqué notre département? Qu'est-ce qui aura marqué notre île en 2014? Beaucoup de choses. Moi, je m'arrêterai à l'une des dernières nouvelles. On ne sort pas de la politique, mais vous ne m'avez pas invité pour parler d'autre chose que de la politique, en fait, de la vie de la cité, voilà, de la cité, au sens propre du terme. Tout à fait. Moi, c'est cette rectification
qui a été effectuée à la faveur des communes, cette bouffée d'oxygène de 24 millions. Alors c'est contesté, mais c'est quelque chose qui était inattendu en début d'année, et à condition que cette manne soit utilisée de façon la plus efficiente possible. Pour moi, c'est une bonne nouvelle qui augure de bons projets pour 2015. Il y a eu d'autres nouvelles, pas forcément bonnes en 2014, monsieur le sénateur, des chiffres. Allez, je vais en retenir un. 384 €. C'est le revenu moyen pour une famille. Pas par personne, pour une famille. Ça concerne 80% de la population, si je ne dis pas de bêtises. 83. 83% de la population. Un chiffre qui fait froid dans le dos. On a le sentiment que nous, on est épargnés par ça, mais on est une minorité à être épargnés par ça. Un chiffre qui fait froid dans le dos, je vous rappelle que ce n'est pas une découverte, que ce n'est pas un chiffre qui tombe comme ça. Vous vous souvenez, j'étais allé jusqu'à poser une question au gouvernement par rapport aux statistiques. Nous avons besoin que les statistiques soient affinées parce que là, tout d'un coup, c'est un chiffre qui parle. Ouais. Moi, en tant que responsable politique, je me dis, eh bien, tout ce qui était en train d'être dit sur la situation difficile de Mayotte, eh bien, c'est illustré quelque part. Nous avions malheureusement tous raison de crier à la catastrophe. Mais ça veut dire aussi peut-être, monsieur le sénateur, qu'on a tous échoué, et ce, quelle que soit la couleur politique. Quand on voit aujourd'hui, en 2015, quasiment 384 €, aucune couleur politique a réussi à inverser la tendance. Si la vie devait s'arrêter là, bien évidemment, je dirais que nous tous, on a échoué. Mais c'est là l'utilité d'avoir ces chiffres-là, c'est pour repartir au combat, repartir à la charge, pour que ces situations de dernière de la classe cessent enfin dans notre collectivité. Et encore une fois, je rappelle cette augmentation budgétaire de 3,6%, qui est quelque chose qui encourage à faire des choses intéressantes. Samuel. Et le fait que Mayotte soit le seul département français à être entièrement couvert en zone prioritaire d'éducation, ça aussi c'est un point positif pour vous? Insuffisant ou suffisant ou... Ça va changer quelque chose réellement? Il faut espérer que ça change quelque chose, et si cette couverture a eu lieu, c'est précisément pour appeler à ce qu'il y ait des changements. Ça aussi, j'ai entendu cette mesure être critiquée parce qu'elle ferait une mauvaise publicité à Mayotte, mais qu'est-ce qu'on veut? Soit face aux réalités crues, on se donne les moyens de réagir, soit on continue à ne pas faire grand-chose. Et là, cette couverture en zone prioritaire, voilà, c'est un gage pour que, encore une fois, c'est ça, soit on travaille l'image et donc assez superficielle, soit on travaille le fond, et effectivement, ça c'est des inconvénients. Dans l'idéal, il faut travailler les deux, et à mon avis, moi j'essaie de positiver, à mon avis, le classement, enfin la couverture en zone prioritaire, pour moi, c'est un aspect positif, parce que on a là une bonne réaction à une situation catastrophique. Ça, oui. On est le seul département français à être entièrement couvert. Ouais, mais ça veut dire, Sam, aussi qu'on est les plus mauvais de la classe. Hein. Mais on est les derniers de la classe, il ne faut pas se voler la face. Mais comme disait Tani, c'est exposé à la France entière. Ce n'est pas une fierté, mais il faut travailler pour que ça change. Allez, on revient dans l'actualité. Une dernière nouvelle, c'est ce projet de transport mais ce que j'allais dire, collectif. On revient dans l'actualité avec ces bus qui ont... alors, ça mérite quand même quelques explications. On a vu dans toute la presse, effectivement, qu'il va y avoir des bus à Mayotte, en dehors des bus scolaires, c'est-à-dire que là c'est du transport urbain classique tel qu'on peut le connaître dans d'autres départements. À quelle échéance on va voir ces bus à Mayotte? Alors c'est un projet de transport collectif, un site propre, dont le but premier c'est de désengorger Mamoudzou, parce que Mamoudzou est en train d'étouffer, et quand le chef-lieu étouffe, c'est toute l'île qui étouffe. C'est un projet qui a été préparé par l'ancienne équipe municipale de Mamoudzou, et à ce titre, je tiens à saluer... c'était UMP, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'adjo. À ce titre, je tiens à saluer M. Djanfar, qui était le politicien porteur de ce projet, qui m'a sollicité pour l'appuyer dans cette démarche. Et c'est un projet d'une totalité de 90 millions d'euros. Là, au Grenelle 3 d'hier, c'est 9 millions qui ont été accordés pour voilà, avancer le chantier. Et j'ajoute immédiatement après avoir précisé que sur l'ensemble des subventions éligibles
de la somme éligible aux subventions, c'était 39 millions. Donc 9 millions sur 39 millions, nous sommes parmi voilà, ceux qui ont été les mieux dotés. Et je dis que il ne faut pas faire comme au précédent contrat projet où il y avait eu 15 millions voilà, d'octroyés pour les transports collectifs et qui sont retournés dans... Un peu moins de 10 millions pour les bus, c'est suffisant pour avoir ce qu'il faut en infrastructure? Du tout, c'est suffisant pour commencer, ne serait-ce que les phases d'études. 10 millions d'études, ça fait cher, hein. Mais elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires et tout ne doit pas forcément être consommé pour les études, mais voilà, il faut rapidement partir au travail. Nous savons qu'il y a une clause de revoyure sur la consommation des fonds européens. Eh bien, il faut se dépêcher de consommer ces 9 millions pour demander que ce projet soit subventionné en complément pour aboutir. Alors, à quelle échéance? De mémoire, c'est un projet qui est censé aller jusqu'en 2018. Je n'ai pas... On ne peut pas intégrer ça dans le projet Mayotte 2025? Pourquoi pas? C'est peut-être une bonne idée. Allez, il reste 1 minute. Moi, je m'étonne tout de même, parce que c'est formidable, hein, ces 9 millions d'euros, cet amorçage. Il fallait aller les chercher parce qu'il y avait de la concurrence. Vous avez fait du lobbying pour ça à Paris auprès de Ségolène Royal, mais tout de même, c'est un projet qui date de 5 ou 6 ans. Je me souviens d'une facture de 677 000 euros payée pour des études. Il y a eu des personnes qui ont travaillé à temps plein. Chris Corgi. On en est où? On refait encore des études? Il y a encore besoin d'études? Alors, moi, c'est un projet à propos duquel j'ai été sollicité à partir de 2013. Ça m'a suffi pour m'y intéresser. Je ne peux pas vous contredire ou être d'accord avec vous par rapport à ce que vous dites du passé de ce dossier. Moi, j'ai commencé à m'en occuper depuis 2013 et à partir du moment où l'État a trouvé le projet suffisamment sérieux pour commencer à le subventionner, eh bien, pour moi, il n'y a pas d'autre question à se poser que de se mettre à la tâche. Monsieur le sénateur, merci beaucoup. Restez encore quelques minutes après avec nous, parce qu'on voudrait vous entendre ce que vous souhaitez pour la population mahoraise pour 2015. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Vite, on est à la bourre. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dernière de l'année, je vous souhaite donc d'excellentes fêtes sur KTV. Nous on se retrouve l'année prochaine. Dans quelques instants, bien évidemment, la météo d'Orné Latérine, suivi du journal en maoré et du temps de parole pendant ces vacances. Vous aurez beaucoup de programmes, restez donc sur KTV. On aura encore plus d'informations et de programmes à vous dévoiler d'ici à la rentrée 2015. Kwaheri à tous.